Bip, bip, il marche aussi, ça marche. Il marche celui-là? Oui. Eh bien, je vous propose d'entamer cette dernière table ronde qui est intitulée « Loi de 1905 et la liberté absolue de conscience ». Je vous relis quelques éléments de cette thématique. La République française fête les 120 ans de la loi de 1905. La laïcité est un concept de philosophie politique qui pose la séparation des églises et de l'État. Elle vise ainsi à assurer pour tous les meilleures conditions d'un développement spirituel et moral dans le plus strict respect des libertés fondamentales que sont la liberté de conscience et la liberté de penser. La liberté est consubstantielle à la spiritualité. Celle-ci permet à l'homme de s'élever au-dessus de tout ce qui l'empêche de penser librement, de dépasser le moi partiel et partial, les préjugés et les passions pour aller vers une perspective universelle. Au-delà de ce titre un peu ronflant, et on a 1 heure pour arriver à parler de la loi et finir sur l'universalisme peut-être, nous avons invité ici Michel Miaille. Alors, j'ai peut-être les diapos. Non, Michel Miaille, Thomas Metzaros et Philippe Roblin, ici présents, qui vont essayer, à leur façon, de s'exprimer le plus simplement possible sur ce qu'il en est de, suivant notre petite préparation, l'histoire de la loi de 1905, la notion de séparation entre l'Église et l'État, et bien évidemment la liberté de penser, de s'exprimer, et puis ensuite les éléments contemporains de cette loi pour en arriver aujourd'hui à la façon dont elle se pratique et à savoir quels sont les éléments sur lesquels on peut en penser. Voilà. J'invite donc très directement Michel Miaille on va se répartir la parole par une petite période de 3-4 minutes, de façon à la faire tourner et garder un certain dynamisme. On va faire ça pendant 40 minutes. Après, pendant les 20 dernières minutes, vous aurez la parole dans la salle pour poser toutes les questions que vous souhaitez à nos invités. À toi, Michel. Alors, il n'y a pas vraiment là une question. Je vais essayer de dire comment on peut penser le titre de cette rencontre de ce soir. D'abord, j'observe que nous partons et nous parlons de la loi de 1905. Donc, nous parlons non pas d'une philosophie, non pas de paroles de journalistes, nous parlons d'une loi. Et peut-être faut-il prendre toute la mesure de l'importance qu'il y a à respecter une écriture particulière qui est celle d'une loi et de l'interprétation qu'on peut en faire qui sont celles des juristes, qui sont celles des tribunaux, qui sont celles de l'administration. On ne parle pas d'un débat en général sur la liberté, on parle de la liberté prévue dans la loi de 1905. Et déjà, il y a une première expression que je voudrais simplement épingler sur la liberté absolue de conscience. Alors, en droit, il n'y a rien qui soit absolu. Rien. Toutes les libertés sont d'une certaine manière, sinon réduites, en tout cas encadrées par des textes. Vous ne pouvez pas faire n'importe quoi, même si vous en avez envie. Et il en est là de même dans la liberté d'expression. Parce qu'au fond, ce qui compte, ce n'est pas la liberté de conscience qui est dans votre tête, où vous pouvez penser ce que vous voulez, rêver ce que vous voulez. Ce qui compte, c'est la manière dont vous allez exprimer votre pensée. Et au fond, le plus important pour la loi de 1905, c'est bien sûr de dire liberté absolue de conscience, mais surtout liberté, et il n'y a pas absolu, liberté de manifester sa conscience. Et là commencent les premiers problèmes. Parce que dans la manifestation de la conscience, il peut y avoir, en effet, des choses interdites. Vous avez le droit de penser qu'un tel est un imbécile, vous n'avez pas le droit de le dire, sinon c'est une injure et c'est puni par la loi. Vous avez le droit de penser que les nazis étaient des gens respectables et formidables, et la loi le punit.
Vous n'avez pas le droit de le dire. Vous pouvez le penser, mais vous n'avez pas le droit de le dire. Donc il faut bien comprendre que ce qu'apporte la loi de 1905, c'est vous avez le droit de croire absolument ce que vous voulez. Vous avez le droit aussi de l'exprimer, et la loi ajoute, dans le respect de l'ordre public. Or, il n'est pas respectueux de l'ordre public de dire que quelqu'un est un imbécile, de dire que les nazis ont été des gens formidables. Donc c'est très important que nous prenions un petit peu la mesure de ce que nous célébrons là. C'est une loi avec tout ce que cela comprend d'exigences, et y compris intellectuelles, pour penser. Et je voudrais rajouter juste un point, je terminerai là mon introduction, c'est que en 1905, c'est la loi du 9 décembre 1905, il y a un changement considérable qui s'est produit dont on ne parle pas souvent. Pendant tout le courant de la fin du 19e siècle, en gros, après 1880, c'est-à-dire quand les républicains ont gagné les élections, entre 1880 et 1905, vous avez 25 ans, un quart de siècle, pendant lequel les républicains vont faire voter une série de lois dont nous sommes aujourd'hui les bénéficiaires et qui mettent en place véritablement la liberté républicaine. Je vous le rappelle, ça commence par l'école, ça continue par la liberté d'expression, loi de 1881, y compris d'affichage, qui supprime le blasphème. Ça continue avec la liberté de ne pas avoir des prières avant l'ouverture du Parlement. Ça continue avec la liberté donnée à chacun de s'exprimer, et ainsi de suite, jusqu'à la liberté de s'associer et la liberté, enfin, de religion. Donc, ces 25 années sont une sorte de quart de siècle de préparation d'une loi qui clôt ce cycle et qui est extraordinaire, qui est la loi de 1905. Or, en 1905, il y a au moins deux manières d'interpréter la liberté. La première manière, elle est portée par le président du Conseil, on dirait aujourd'hui le Premier ministre. Il s'appelle Combes. Combes est un vrai radical, un radical socialiste ferme. Et lui, il n'a qu'une hantise, c'est que l'Église catholique prenne le pouvoir. Et malheureusement, on avait eu quelques signes de la duplicité de l'Église à l'égard de la République, poussé d'ailleurs par un pape qui à l'époque était extrêmement conservateur et qui déjà, depuis le syllabus de 1866, avait énuméré les fausses mauvaises idées. Et dans les fausses mauvaises idées, il y a la liberté, la République, l'égalité, etc. Donc, Combes est persuadé que si on ne réagit pas, l'Église catholique va renverser le régime républicain. Que donc il faut une loi qui verrouille, une loi qui empêche la République d'être victime de la catholicité. D'où un certain nombre de mesures, par exemple contre les congrégations, dès la fin du XIXe siècle, et qui tranchent, si vous lisez la loi de 1901 sur les associations, que vous connaissez, elle est extrêmement libérale. Mais c'est le premier chapitre. Mais tournez la page et regardez le chapitre 2 sur les congrégations. Alors là, c'est terrible. Il faut des autorisations, il y a des contrôles, etc. Donc la vision de Combes, c'est serrer la vis pour éviter que l'Église ne renverse la République. Il est renversé à la suite d'une erreur politique qu'il commet et remplacé par qui? Comme rapporteur de la future loi, par Aristide Briand, un jeune député qu'on ne connaît pas bien à l'époque. Et Briand, il est exactement à l'inverse. Il dit qu'il faut au contraire donner la liberté à tous les citoyens de s'exprimer, de vaquer à leurs obligations religieuses, pourvu qu'ils ne menacent pas l'ordre public. Et Aristide Briand va mener pied à pied, jour après jour, pendant 1 an, le combat à ce qu'on appelait à l'époque la Chambre des députés, notre actuelle Assemblée nationale, pour faire voter une loi de liberté. Et il doit s'appuyer quelquefois sur les socialistes, quelquefois sur le centre droit. Il arrive même à débaucher quelques types de droite. Bref, on a une expérience extraordinaire où, in fine, la loi 1905 est une loi de liberté. Et ça doit être quelque chose qui doit nous retenir parce que la laïcité en France est d'abord une loi de liberté et non pas une loi de contrainte.
Et le problème que nous pouvons, mais nous allons peut-être en débattre, que nous pouvons évoquer aujourd'hui, c'est qu'en ce début du XXIe siècle, on est en train de changer de registre et la laïcité, qui était une loi de liberté, risque de devenir une loi de contrainte. J'expliquerai pourquoi, mais c'est un vrai enjeu aujourd'hui dont nous, ici, sommes tous, parce que nous sommes citoyens, les responsables. Merci Michel. Après ce premier éclairage, j'invite Thomas Metzaros à nous dire ce qu'il en est pour lui de cette loi de 1905. Merci Bernard. Alors mes propos vont aller dans le sens évidemment de ceux de Michel sur un certain nombre de points. En fait, quand nous nous sommes retrouvés tous les quatre, pour échanger sur l'orientation que nous souhaitions donner à cette table ronde, à la sortie de nos échanges, je me suis dit comment interpréter la loi de 1905. Michel l'a présenté les aspects historiques, j'allais dire les aspects techniques du droit. Ce qui m'a intéressé, c'est plutôt l'interprétation politique qu'on peut faire de cette loi de 1905. Alors j'ai retenu 3 points, ça ne vous surprendra pas. Le premier, c'est une loi qui permet d'instaurer la liberté de conscience. C'est important parce que c'est une liberté fondamentale. C'est une liberté fondamentale qui permet à chacun de pratiquer librement sa religion, de croire, de ne pas croire, s'il le souhaite également. Et surtout, ce qui m'a intéressé, c'est une loi qui place l'individu au-dessus de tous les dogmes et du pouvoir religieux. Et ça, je crois que c'est le point central de la loi de 1905. La deuxième chose, elle concerne plus l'État parce que la loi de 1905, elle dit finalement on peut organiser librement le culte, avec toutes les réserves que Michel a apportées tout à l'heure, c'est-à-dire on peut bien évidemment organiser le culte dans une certaine mesure, ou en tout cas conformément à l'ordre public. Là aussi, je pense que c'est un point important parce que ça veut dire tout simplement que c'est l'État là qui protège la liberté de chacun, de croire ou de ne pas croire, la liberté de penser. C'est aussi, je crois, derrière cette idée-là, celle de la paix sociale. En fait, ça permet à l'État d'assurer la paix sociale, une paix sociale qui est fondée sur la tolérance. Et là, on voit bien que cette notion, ce principe, il est au cœur du vivre ensemble et il suppose, en fait, quand on y regarde de plus près, tout simplement d'accepter que l'autre pense différemment que soi. Troisième chose que je me suis dite, c'est que c'est une loi, effectivement, qui permet aux citoyens d'être libres. Ça veut dire qu'ils peuvent penser ce qu'ils veulent. Finalement, ça n'aura pas de conséquences directes sur leurs droits, ça n'aura pas d'effet négatif sur leurs droits. Et j'y reviendrai un peu plus loin, je pense que là aussi, c'est un point qui est extrêmement important. À partir de ces 3 réflexions-là, je me suis dit qu'il était intéressant, parce que, après tout, c'est souvent le questionnement qui est le plus essentiel, de se poser un certain nombre d'interrogations sur qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui. C'est exactement ce qu'évoquait Michel à la fin de son propos. La première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est que d'abord, la question qui se pose derrière la loi de 1905, c'est comment est-ce qu'on va concilier la question de la liberté de conscience avec l'ordre public. Pour le dire de manière très très radicale, en gros les droits individuels par rapport aux règles communes, comment on concilie les deux. J'ai dit tout à l'heure qu'effectivement la loi de 1905, elle permet à chacun de pratiquer librement ses convictions, sa religion. Ça veut dire que l'État, il n'est pas passif dans cette affaire. L'État, il doit garantir les libertés de chacun, comme je l'ai dit, il doit garantir la paix civile. Et si on regarde bien, on voit ici que l'État, il n'est pas dans l'idée de la loi 1905 répressif. Il est au contraire quelque chose, un outil, un instrument qui va garantir, qui va assurer la protection collective et finalement la protection de chacun. La deuxième question que je me suis posée au regard de ces 3 points était la suivante. Est-ce qu'on peut, qui est une question d'actualité, est-ce qu'on doit tolérer les signes religieux dans l'espace public? Je me suis même reformulé la question différemment. Jusqu'où peut-on accepter la manifestation des signes religieux dans l'espace public? Et puis immédiatement, je me suis dit, il faut bien distinguer l'espace public des services publics, qui sont 2 choses très différentes. L'espace public, il est ouvert à tous. Les services publics, en revanche, supposent une certaine neutralité qui, justement, comme je l'évoquais tout à l'heure, suppose un traitement égal de tous les citoyens, quelle que soit leur conviction.
Alors ça veut dire aussi que la tolérance, c'est pas, comme là aussi Michel l'a déjà évoqué, l'absence de cadre. La tolérance, elle n'est pas là aussi absolue. La loi de 2010, par exemple, sur l'interdiction de la dissimulation du visage dans l'espace public, eh bien, elle revient sur le fait que c'est un cadre. La loi de 1905 et les lois complémentaires, ce sont des cadres qui permettent justement aussi d'encadrer cette tolérance. Ce qui m'a intéressé là-dedans, c'est que la laïcité, finalement, c'est quelque chose de dynamique. Ce n'est pas quelque chose de figé. À une époque, voilà, en fonction des périodes, cette notion, elle évolue et elle nécessite des ajustements. J'évoquais les lois complémentaires, j'aurais pu aussi citer la loi de 2021 sur les séparatismes. Elle vient également compléter, ou je dirais même donner des applications concrètes à la loi de 1905. On en vient là à un point qui me semble très important parce qu'il suppose en lui-même plusieurs questions. La première, est-ce qu'il faut privilégier, comme certains le demandent ou l'attendent, une laïcité qui serait très ouverte ou totalement ouverte, c'est-à-dire qu'on tolérerait ou qu'on reconnaîtrait une diversité absolue, qu'elle soit culturelle ou religieuse. Ou bien est-ce qu'il faut privilégier, comme d'autres le souhaitent, plutôt une laïcité plus stricte, plus fermée, qui considérerait que finalement, dans l'espace public, il faut une neutralité absolue parce que ça serait la règle. Ça pose pour moi une question que je résumerai de la manière suivante. Comment est-ce qu'on doit concilier aujourd'hui la question de la neutralité républicaine avec la diversité qui est croissante dans la société française? Et on voit bien deux tendances qui se dessinent. La première qui fait de la laïcité et de la tolérance le pilier de l'identité républicaine. Et puis la deuxième tendance qui traite la laïcité comme un argument politique que justement on peut opposer à la question de la religion ou de certaines religions. La troisième et dernière question, puis j'en terminerai là, à mon avis, elle suppose de s'interroger sur ce que j'ai appelé, mais mal, la sanctuarisation de la loi de 1905. Je dis mal parce qu'à mon avis, on est au-delà de ce débat-là. La loi de 1905, c'est le socle juridique de la laïcité à la française, ça c'est clair. Et il me semble important de privilégier, plutôt de préserver à la fois l'équilibre de la loi de 1905, mais aussi l'esprit de la loi de 1905. À partir de là, je verrai trois défis qui vont me permettre justement d'ouvrir la discussion au troisième interlocuteur. Comment est-ce qu'on adapte aujourd'hui la loi de 1905 aux nouvelles évolutions de la société? Pendant cet après-midi, moi j'ai beaucoup de plaisir à écouter les tables rondes et on voit bien que la révolution numérique, les réseaux sociaux, les radicalismes sous toutes leurs formes, ce sont les grands défis de la société française, plus largement des sociétés auxquelles on est confronté. Et donc comment on adapte la loi de 1905 sans dénaturer son esprit? Le deuxième défi que je verrai, c'est comment est-ce qu'on éduque aujourd'hui à la laïcité? Et c'est d'abord, est-ce qu'on éduque à la laïcité? Comment on éduque à la laïcité? Et puis, sujet qui nous intéresse plus particulièrement, comment on transmet la culture laïque? Je dirais bien sûr dès l'école, mais je verrai aussi au-delà de l'école, dans les différentes institutions et à tous les âges. Parce que la laïcité, ça doit être un cadre de liberté avant d'être un outil d'exclusion, puisque ce n'est pas du tout l'esprit de la loi. Et puis, troisièmement, comment veiller à garder l'universalité de la loi de 1905? J'entends par universalité le fait de traiter toutes les convictions, qu'elles soient religieuses, philosophiques, sur un pied d'égalité. Cette universalité-là, aujourd'hui, je pense qu'elle est extrêmement difficile à garantir. En tout cas, la question se pose de comment est-ce qu'on peut arriver à la maintenir. Merci. Voilà beaucoup de questions ouvertes. Alors, en restant dans cette introduction, Philippe, veux-tu nous faire part de ton premier éclairage sur la loi de 1905 ? Oui, on m'entend, je ne sais pas. Oui, ça fonctionne. Oui, effectivement, beaucoup de points ont été déjà évoqués et beaucoup de questions ont été soulevées qui mériteraient qu'on puisse débattre plus longuement. Alors, moi, ce que je voulais dire déjà, c'est que, effectivement, ce qui caractérise cette loi de 1905, c'est qu'elle proclame, dans ses deux premiers articles, elle proclame des principes. Et quand on lit le rapport de la commission Briand, qui a été republié, je signale, il est disponible facilement sur Internet, on voit que les 33 membres de la commission ont voulu
poser ses principes, proclamer ses principes, parce que, disait-il, ainsi tous les législateurs, tous les juristes et tous les politiques vont pouvoir ensuite s'y référer, au-delà même de la loi de 1905. Le deuxième point qui me vient à l'esprit, c'est qu'il faut toujours rappeler que la liberté de conscience, qui est donc notre sujet, ce n'est pas la même chose que la liberté religieuse. La liberté religieuse fait partie, est inclue dans la liberté de conscience, mais ça n'en est qu'un. Je ne sais pas si on remonterait historiquement, on verrait qu'on parle déjà de liberté religieuse, déjà au XVIe siècle et au XVIIe siècle, mais en réalité, ce dont on parle, c'est de tolérance religieuse, et ce qui n'est pas du tout la même chose. Donc la liberté de conscience, c'est quelque chose qui est au-dessus de ça, qui embrasse en fait les convictions philosophiques, spirituelles et même idéologiques, simplement pour pouvoir l'exercer, et ça c'est peut-être l'un des soucis, c'est que pouvoir l'exercer, encore faut-il avoir en face de soi, je crois que c'est Sartre qui disait ça, la question du choix, encore faut-il avoir le choix, et donc connaître des options différentes. L'ignorance ne permet pas l'exercice de la liberté de conscience. Donc, ça veut dire l'éducation, ça veut dire, on a parlé de l'école tout à l'heure, tout ça, ça fonctionne ensemble, et toutes les lois sur l'école de la République, les lois de 1880, dans les années 80, évidemment, sont, comme l'a dit Michel, elles font partie de ce chemin. Non, mais je crois qu'elles font partie de toutes ces lois qui ont amené à ce terme de la loi de 1905, qui, comme Michel l'a dit, finalement est une forme d'aboutissement. Le point aussi que je voulais signaler par rapport à ce que vient d'être dit sur la laïcité ouverte, enfin adjectivée. Alors, moi je crois que là, il y a, certes, je connais ces positions et qui ont été développées par certains même, quelqu'un a parlé de 7 laïcités, jusqu'à même la 7e étant la laïcité concordataire. Ce qui est quand même curieux, ça pourrait être un oxymore parce que le principe de la laïcité, c'est la séparation, l'État chez lui, l'Église chez elle, et ça n'est pas un concordat qui régit des rapports presque d'égal à égal. C'est ce que ne voulaient justement pas les députés quand ils ont fait cette loi de 1905. Moi, je crois que la laïcité, si on reprend l'étymologie du terme, de laos, qui veut dire le peuple dans son ensemble, sans distinction, indifférencié, contrairement à démos, qui excluait les femmes, les esclaves, etc., je pense que ça suffit. C'est-à-dire que c'est en fait une loi d'inclusion. Elle inclut tout le monde, sans distinction et sans différenciation du fait, c'est ce que disait Thomas, du fait de conviction religieuse, d'opinion, d'ailleurs on devrait dire opinion, comme le disait l'article 10 en 1789, l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, opinion, virgule, nul ne peut être inquiété pour ses opinions, virgule, même religieuses. Ce sont des opinions. Et les opinions sont libres, donc on a le droit d'avoir telle ou telle opinion religieuse. Donc, pas besoin de parler de liberté ouverte, fermée, de laïcité, ouverte et fermée. La laïcité, elle est largement ouverte à tous. En réalité, elle inclut tout le monde. Voilà, je vais en rester là pour l'instant. Merci Michel, à toi de compléter ton propos liminaire et de rebondir sur ce qui vient d'être dit. Oui, juste un point, je vais vous donner 2 anecdotes. La première, elle date de 1905, lorsqu'est débattue la loi à la Chambre des députés. Et dans un des paragraphes de cette loi, il est prévu la liberté, au fond, de respecter ses propres règles, pourvu qu'on ne trouble pas l'ordre public. Un député d'extrême gauche, qu'on connaît, qui s'appelle Allard, se lève et s'adresse au président du Conseil
Non, il n'est pas président du Conseil, il est rapporteur de la commission dite des 33 députés de la Chambre des députés. Et il lui dit, mais chers collègues, je pense que dans votre texte, vous avez oublié quelque chose. Ah bon, lui dit Briand. Oui, par exemple, il n'est pas admissible que dans les rues, on croise des gens qui portent une soutane. Il faut interdire la soutane. Et il avait déjà été précédé par des maires dans les arrondissements parisiens qui avaient interdit le port de la soutane dans la rue. Et ça, c'est la vraie laïcité. Et évidemment, Aristide Briand lui répond, mais chers collègues, on n'a pas oublié, on a tout à fait réfléchi, on n'a pas oublié parce que si nous interdisons aujourd'hui la soutane, demain, et je vous cite les termes, par l'imagination combinée du Vatican et de certains tailleurs, on va créer un autre costume qui ne sera pas véritablement la soutane, mais tout le monde comprendra que c'est le costume des curés. Et on aura une guerre sans fin pour légiférer sur les costumes. Donc nous avons pris la seule solution qui est conforme à la liberté. Désormais, vous vous habillez comme vous voulez et la soutane, qui jusqu'à maintenant était un costume religieux, devient un costume tout court. Et ça nous en dit long sur le fait que justement, il ne s'agit pas de chipoter sur « Ah oui, mais jusqu'où peut aller la liberté ?» Non, tant que vous ne troublez pas l'ordre public, vous avez le droit de vous habiller comme vous voulez. Et je voudrais donner la deuxième anecdote. Elle est d'il y a 2 ans. On interroge Madame Le Pen. Et le journaliste, un peu madré, lui dit « Mais Madame Le Pen, si vous arrivez au pouvoir, est-ce que vous allez proposer une loi qui interdira le foulard islamique dans la rue ?» Évidemment, elle s'engouffre dans la question. Mais bien sûr, quand je serai présidente, il n'y aura plus de foulard dans la rue. Le journaliste est un peu étonné et il lui dit « Ah oui, bon, mais alors qu'est-ce que vous allez faire pour les hommes juifs qui portent la kippa ?» Ah, alors elle dit « Ah ben là, nous dirons à nos amis juifs, je ne savais pas que Madame Le Pen avait des amis juifs, nous dirons à nos amis juifs qu'il vaut mieux ne pas la mettre. » Vous voyez, dans un premier cas, interdit le foulard. Là, il vaut mieux ne pas mettre la kippa. On ne sait pas ce que ça veut dire. Et le journaliste se enhardit et lui dit « Ah oui, mais et alors, qu'est-ce qu'on fait avec les bonnes sœurs et leurs costumes ?» Et Mme Le Pen, sans se démonter, lui dit « Ah ben non, là, c'est différent. C'est le costume d'un métier. » Est-ce que vous comprenez la différence qu'il y a entre la liberté et cette manière de découper en tranches les possibilités pour les gens d'assumer ce qu'ils sont? Et c'est pour ça que j'aimerais qu'on abolisse le mot tolérance. Parce que la tolérance, elle veut toujours dire, s'il y a tolérance, qu'il y a une vérité. Mais que comme on est grand d'esprit, on accepte que les autres se trompent. Mais il y a une vérité. Dans la République, il n'y a plus de vérité. Chacun peut choisir sa vérité. Il n'y a plus de vérité officielle, ni de religion officielle. Tant que vous ne troublez pas l'ordre public, vous pourrez croire en Dieu ou pas croire en Dieu. Que ce Dieu s'appelle Jéhovah, le Christ, Vishnu ou un Dieu autre, jusqu'aux religions les plus curieuses ou les plus nouvelles. Et ça, c'est très important d'abolir ce mot de tolérance qui avait longtemps été utilisé sous l'Ancien Régime, parce qu'il y avait une vérité, c'était la vérité catholique. Il n'y a plus, depuis 1905, de vérité officielle défendue par la République. Chacun a le droit de se la fabriquer, pourvu que dans l'expression qu'il en donnera, il ne trouble pas l'ordre public. C'est la seule question qui importe aux juristes. Est-ce que cet homme ou cette femme, se comportant ici de telle et telle manière, a ou non troublé l'ordre public? S'il ne l'a pas troublé, il a tout à fait le droit. Donc vous avez le droit de porter un foulard dans la rue, de chanter des cantiques, de faire votre prière dans un parc public. Si vous ne troublez pas l'ordre public, si vous n'empêchez pas les gens de passer, vous en avez le droit. Ce n'est pas une tolérance. Merci. Thomas, tu veux compléter ton propos initial? On a non, peu de temps pour faire le plutôt tour. réagir à ce qui a été dit, parce que je trouve que Michel a bien évoqué cet aspect qui était la première question sur justement
voilà, la liberté de conscience et l'ordre public, la conciliation entre les droits individuels et la question justement des règles communes. Et effectivement, la loi, c'est tout ce qu'elle prend en compte en réalité. C'est pour ça qu'elle est, c'était un peu le sens de mon propos, elle est plus permissive que répressive, puisqu'elle permet un très grand nombre de choses. J'en ai évoqué 3 comme ça qui me semblaient vraiment par bloc importantes. Et puis, je trouve que ce qui a été évoqué tout à l'heure est aussi extrêmement intéressant, c'est-à-dire le fait que la liberté de conscience, enfin la liberté religieuse, à laquelle on a souvent tendance de réduire la loi de 1905, en fait, elle concerne la liberté de conscience au sens large. Et effectivement, c'est pour ça que j'évoquais à chaque fois, à la fois les questions d'ordre philosophique, religieuse, bien sûr. Voilà, toute idée, en fait, à partir du moment où elle ne trouble pas l'ordre public, elle peut être défendue, débattue, présentée, etc. Et ça, je crois que c'est le cœur de la loi de 1905. Je pense que ce qui était important aussi, c'était de la replacer historiquement dans la succession des lois, justement, qui émergent à cette période. La loi de 1901, elle est vraiment pour moi tout aussi importante et fondatrice que la loi de 1905, puisqu'on voit bien que la liberté d'association, sous toutes ses formes, c'est là-dessus que sont fondés les partis politiques, les associations culturelles de toutes sortes. Et là aussi, le principe. Et la maçonnerie, bien évidemment. Et là aussi, l'idée, c'est de regarder si elle trouble ou non l'ordre public. Voilà, donc c'est toujours le même principe. Là aussi, c'est une loi de liberté. Et le dernier point sur lequel je voulais revenir, qui a été évoqué tout à l'heure, et je pense que c'est vraiment quelque chose d'important, c'est sur la question de l'ignorance. Moi, j'ai évoqué très vite la question de l'école, et j'ai dit au-delà, parce que je pense que tout au long de notre vie, en fait, on doit adapter. Je parlais d'un concept qui est dynamique. Pour moi, le concept de laïcité n'est absolument pas un concept figé. C'est un concept qui se développe. On voit bien dans les anecdotes, on va de la Troisième République à la Cinquième République, hein, et à l'actualité très récente. Et sans doute demain, on aura également, on sera obligé de redessiner, ou en tout cas de rediscuter de ce que l'on met derrière cette loi de 1905, même si, je le dis, c'est pour ça que je ne trouvais pas juste la formulation que j'avais utilisée de sanctuarisation, parce que l'esprit du texte est clair. En fait, il ne changera jamais. En revanche, ce sont les interprétations qu'on va devoir confronter à des cas pratiques qui, là, effectivement, évolueront. Et ça demande aussi, fatalement, que les citoyens, au sens très large, hein, voilà, s'approprient cette question-là. C'est pour ça que je l'avais formulée sous forme de question, parce que pour moi, la laïcité, c'est un questionnement permanent. Voilà, sur qu'est-ce qui est susceptible ou non de troubler l'ordre public, qu'est-ce qui me trouble, voilà, parce que je fais partie de l'ordre public, qu'est-ce qui ne me trouble pas, parce que j'estime que c'est normal. Et à partir de là aussi, peut-être l'échange, parce qu'on voit bien qu'il y a tout un travail à faire collectif autour de cette notion-là. Là, je pense que les médias ont leur rôle à jouer, les enseignants ont leur rôle à jouer, mais aussi sans doute beaucoup d'autres institutions. Philippe. Oui, je pense qu'on est tous à peu près sur la même longueur d'onde, si j'ose dire. Moi, peut-être, je voulais revenir sur 2-3 points. Sur la question de tolérance, je suis complètement en ligne avec Michel. Effectivement, tolérance, c'est, comme il l'a dit, un terme qui ne met pas sur un pied d'égalité. Et c'est bien ce qui s'est passé, d'ailleurs, au cours quand la réforme est née, etc., la première notion qui est apparue, c'est celle de tolérance religieuse entre religions qui se reconnaissaient plus ou moins et qui excluaient toujours quelqu'un. John Locke, par exemple, il excluait, y compris les catholiques d'ailleurs, mais il excluait les non-croyants. Ils ne pouvaient pas faire partie de la communauté puisqu'ils n'avaient pas le lien qui était la croyance religieuse. Pierre Bell, lui, il les intégrait en disant, comme ils n'ont pas d'autre loi que la loi civile, finalement, ça fera des bons citoyens, puisqu'ils n'ont pas de loi de Dieu. Et je crois que l'idée de liberté de conscience, c'est-à-dire qu'il y a autre chose, elle est venue quand même petit à petit, au-delà, avec d'autres, Spinoza, etc. Et je crois que l'autre point, c'est la séparation. En fait, c'est une vieille idée aussi. Voltaire en avait parlé, mais avant lui, John Locke lui-même parlait de la séparation. Et Jefferson aux États-Unis disait qu'il fallait un mur entre les églises et l'État. Et en fait, tout le sujet pour moi, il est là. C'est que pourquoi il y a la séparation ? C'est parce que c'est le moyen de garantir la liberté de conscience réelle, qu'il n'y ait pas de dogme
et surtout d'éviter qu'il y ait un culte, un dogme qui viennent s'immiscer dans les affaires publiques, comme le réclament, mais ils le réclament encore, certains cultes, qui veulent quand même être un intermédiaire entre l'État et les citoyens, l'État s'occupant des affaires, j'allais dire, logistiques, matérielles, et les églises des affaires spirituelles. C'est encore présent aujourd'hui, et on sent bien que, quelles que soient finalement les religions, on a, pas de tous évidemment, cette attente-là, cette prétention-là d'intervenir directement ou indirectement de la part des églises dans les affaires civiles. Et c'est tout le sujet qu'on rencontre aussi avec l'islam, mais aussi avec le protestantisme. Je vous invite à lire ce qu'écrit la Fédération protestante française, même si c'est tout à fait respectable, c'est leur position, et également l'Église catholique ou l'enseignement catholique, par exemple. Merci. On est presque au terme de nos 40 minutes. Donc, et puis j'ai l'impression que le débat il est déjà bien avancé. Ils sont allés tout droit au bout de leurs convictions. Donc je propose de passer tout de suite la parole à la salle. Je vais faire circuler mon micro. Vous pourrez vous exprimer. Et puis nous redistribuerons la parole dans les réponses au fur et à mesure entre vous. Oui, bonjour, merci. Vous avez parlé là, de ce maintien de la liberté de conscience si ça ne remettait pas en cause l'ordre public. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui ne peut pas être plutôt, on ne pourrait pas plutôt dire aussi incorporer les valeurs de la République? Parce que l'ordre républicain, je dirais, il peut être effectivement, et je comprends tout à fait qu'il faille pas, je dirais qu'il faille assurer l'ordre public, mais c'est surtout assurer les valeurs républicaines. Je m'explique, par exemple, pour l'histoire du voile islamique, c'est un choix qui est fait, et là, c'est tout à fait respectable qu'une femme musulmane puisse prendre ou pas le voile. Mais elle le fait souvent par soumission. Et ça, la soumission, ce n'est pas une valeur de notre République. Alors donc du coup, comment, je dirais, et puis quand on voit une femme dans la rue, voilée, on ne sait pas si c'est par choix ou si c'est parce qu'elle veut être tranquille et elle ne veut pas tranquille vis-à-vis de sa communauté, qu'elle ne veut pas avoir des remarques, etc. Donc, comment on fait pour respecter ces valeurs républicaines qui doivent être au-dessus de la charia? Qui veut répondre? Michel? Je réponds en tant que juriste. Chacun est libre de manger ce qu'il veut, de s'habiller comme il veut, d'avoir les pratiques sociales qu'il veut, pourvu qu'il ne dérange pas l'ordre public. Une femme voilée dans la rue, est-ce qu'elle trouble l'ordre public? Non. Pas plus que nos grands-mères qui portaient des chapeaux et qui ne sortaient pas en cheveux, comme on disait. Parce que les femmes qui sortaient en cheveux, c'était les prostituées, sans chapeau. Donc, il faut cesser d'avoir cette hantise du foulard islamique, et ce n'est pas un hasard si c'est cette question qui vient, ou des croix importantes que porteraient des catholiques, ou de la kippa que portent les juifs, dont on n'ose pas parler. Bon. Chacun a le droit de porter dans son vêtement ou d'assurer dans sa nourriture ou dans ses activités libres les choix qu'il veut, du moment qu'il n'oblige pas les autres à pratiquer la même chose ou à s'incliner devant eux. Alors la loi, elle est très respectueuse de la liberté personnelle, individuelle, qu'on appelle de conscience. Le problème, c'est qu'on ne peut pas rentrer en faisant un trou dans les têtes pour savoir qu'est-ce qu'il y a dans la conscience. La seule chose qu'on voit, c'est ce qui est à l'extérieur, c'est ce qui s'exprime. Et donc, on ne peut pas savoir si ce qui s'exprime est le résultat d'un choix personnel ou une contrainte sociale. Vous savez, moi je suis de la génération où les filles à l'école ne pouvaient pas porter de pantalon. Ça paraît invraisemblable aujourd'hui, sauf, disait le Conseil d'État, les jours de neige. Bon. Eh bien,
On est sorti de ça aujourd'hui. Mais la loi ne peut pas rentrer dans la tête. Donc, à la femme de résoudre ces problèmes. Si elle le fait par soumission, et j'ai bien peur entre nous qu'il y ait bien d'autres formes de soumission des femmes que nous ne revoyons pas, que nous ne regardons pas, et que peut-être nos petits-enfants vont considérer avec stupeur, en disant « mais comment vous acceptiez ça ?» Et donc, la loi, justement, elle est respectueuse des personnes. Et tant que ces personnes, ne contreviennent pas à l'ordre public, eh ben, elles ont le droit, même, j'allais dire, de s'automutiler en portant un voile. Je ne vois pas au nom de quoi je peux juger quelqu'un qui s'habille d'une certaine façon. Si c'est par soumission à son mari, à son imam, à sa communauté, c'est son problème. Ce n'est pas le problème de la République. Sinon, on va devant une société qui va contrôler tous les actes, toutes les manières dont vous vous habillez, les manières dont vous mangez, les manières dont vous circulez dans l'espace public. Et alors là, on n'est plus dans une République. Une deuxième question à côté de moi. Monsieur, c'est une question pour Monsieur Miaille. Est-ce que vous pourriez avoir la gentillesse de rappeler au public ce que vous m'avez dit tout à l'heure par rapport à la tolérance et à la référence au protestantisme? Parce que vous savez qu'en maçonnerie, la question de la tolérance et vis-à-vis de son étymologie nous pose question. Merci. Alors, je le fais volontiers, d'autant que tout à l'heure, mon frère a parlé de Bail. Excusez-moi, moi je prends la prononciation du midi. Hein. C'est pas Belle, c'est Bail, bon, qui était de Puylaurens, dans le Tarn. Bail a eu une vie complètement de pourchassé, puisqu'il a étudié chez les catholiques, puis comme il était protestant, il est revenu dans le giron protestant, notamment à l'Académie de Puylaurens. Il a fini ses jours à Sedan, haï par ses collègues, parce qu'il prêchait, lui, l'harmonie, et il disait même la symphonie. Il disait, mais Dieu se moque totalement d'avoir une seule musique. Lui, ce qu'il aime, c'est plusieurs musiques, même si cette musique n'est pas la musique des chrétiens. Donc vous imaginez, au XVIIe siècle, il anticipe bien ce que dira Voltaire un siècle plus tard. Alors, pour la tolérance, les protestants en ont fait les frais. Pourquoi ? Au moment de l'édit de Nantes, 1598, il n'est pas question de laïcité. D'abord, le mot n'existe pas. Hein. Je vous signale que le mot laïcité a été inventé de toutes pièces par un philosophe, protestant d'ailleurs d'origine, en 1880, qui est Ferdinand Buisson, qui dit « j'ai pris le mot laos, puis laïkos, j'ai bidouillé comme j'ai pu », il ne le dit pas comme ça, hein, et puis je vous ai forgé le mot laïcité. Voilà ce que ça veut dire. Donc jusqu'en 1880, on n'a pas eu le mot laïcité. Expliquez-moi comment on pense quelque chose quand on n'a pas le mot. Mais quand vous n'avez pas le mot, vous n'avez pas l'idée. L'idée, elle n'est possible que si vous avez le mot pour l'exprimer. Alors, revenons. Les protestants font l'expérience douloureuse d'une situation de tolérance, puisque Henri IV rappelle dans l'édit de Nantes que la seule église réelle et officielle est celle du roi et le catholicisme, mais que on ne peut pas méconnaître le fait qu'un certain nombre de Français de cette époque sont protestants. Donc on va leur accorder, dans des mesures extrêmement restrictives, la possibilité de pratiquer leur culte. Et ça va se dégrader avec le fils, Louis XIII, et avec le petit-fils, Louis XIV, jusqu'à la révocation de l'édit de Nantes. Donc la tolérance dont les protestants ont fait l'expérience entre 1598 et 1685, elle est terrible. À la fin de l'Ancien Régime, c'est fascinant. Louis XVI signe l'édit de tolérance. L'édit de tolérance qui reconnaissait simplement l'état civil aux protestants. Ça ne voulait pas dire que la religion protestante était reconnue, mais ils existent. Alors il faut bien qu'ils aient un état civil. Et je vous donne une petite anecdote. On dit que Louis XVI, à Versailles, au moment où il va signer l'édit de tolérance, il trempe la plume dans l'encrier, puis il se dit, ce que je suis en train de faire, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Alors il se tourne vers l'archevêque de Paris et lui dit, Monseigneur, je peux signer cette loi ? Et l'archevêque, l'archevêque voulait lui signifier, c'est pas avec ça que les protestants pourront vivre librement. Et donc Louis XVI signe. Or, 1 an et demi après, éclate la Révolution.
Et les protestants, comme par exemple Rabot Saint-Étienne, qui va être un des écrivains de l'article 10 de la Déclaration des droits que vous connaissez, nul ne peut être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que sa manifestation ne trouble pas l'ordre public. Eh bien, les gens comme Rabot Saint-Étienne vont s'indigner en disant, je vous cite de mémoire, dans son discours devant l'Assemblée, la tolérance, on n'en veut plus, on sait ce que c'est, on veut la liberté. Et je crois qu'il faut qu'on s'accroche à ça. La tolérance, c'est un trompe-l'œil. Ça laisse entendre qu'il y a quand même une vérité quelque part. Et que, oh, on n'est pas méchant, on ne va pas tuer ceux qui se trompent. Non, personne n'a raison et personne ne se trompe. Vous avez le droit de croire en Bouddha, en Vishnu, au diable, à ce qui vous voulez et à rien du tout, c'est votre affaire. Du moment que vous ne troublez pas l'ordre public, c'est ça la liberté de la loi de 1905. Une autre question. Puisqu'il est beaucoup question d'ordre public, je souhaitais vous demander, en 1905, il y avait certainement une notion assez précise d'ordre public à cette époque. On n'entend pas grand-chose là. Là, vous m'entendez mieux ? Ouais. Bon. Puisqu'il est beaucoup question d'ordre public, je souhaitais vous poser la question de savoir si l'ordre public de 1905 était le même que celui de 2025. Bon, je connais la réponse, mais j'aurais aimé connaître votre réponse à vous. Et si on pouvait éventuellement envisager en 2025 un ordre public civilisationnel. Bon, les situations sont pas... Alors, si l'ordre public était le même en 1905 qu'aujourd'hui, bien sûr que les sociétés ne sont pas les mêmes. Mais vous savez, en 1905, la société est plus violente qu'elle ne l'est aujourd'hui. Et les réactions au projet d'ailleurs du gouvernement Combes, puis dans le gouvernement où se trouvait Aristide Briand, ont été dramatiques. Prenons un petit exemple. Pour transmettre les biens de l'Église qui appartiennent à une association qui va les gérer, il faut une passation de l'ancienne organisation qu'on appelait pour l'Église catholique, les assemblées qui dataient du Moyen-Âge jusqu'au conseil d'administration des nouvelles associations 1905, eh bien, pour essayer d'éviter qu'on puisse penser que l'État avait, dans cette passation, rempli ses poches, est inventée donc l'idée d'un inventaire. C'est-à-dire, on va vérifier que là, il y a des statues, les crucifix, les chasubles en or, etc. Et on vous le transmet. Donc, il n'y a pas de vol. L'Église catholique, le pape en tête, demande qu'on n'effectue pas les inventaires. Qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que les catholiques les plus fervents, qui suivent le pape, c'est un peu normal, bloquent les églises. Dans l'Ariège, pour empêcher les agents du fisc de venir vérifier qu'il y a une passation, vous savez ce qu'on amène devant l'église ? Des ours, pour effrayer les agents du fisc. Dans le Nord, on s'arme. Il y a 2 morts. Et c'est le ministre intérieur qui s'appelle Clémenceau, un type extrêmement intelligent qui dit « le décompte des chandeliers ne vaut pas la vie d'un homme » et il arrête les inventaires. C'est pour ça que vous trouvez de temps en temps dans les foires à la brocante des tas de choses qui datent d'avant 1905 qui n'ont jamais été répertoriées. Donc vous avez là un exemple très clair où l'ordre public en 1905 était extrêmement, violent. Et aujourd'hui n'est pas moins. Mais ce n'est pas le même ordre public, ce n'est pas les mêmes défis. Mais ne croyez pas qu'on était dans une société calme. Ce n'est pas vrai. C'était une société où on affrontait à coups de poing les représentants de l'État venus, par exemple, faire les inventaires ou mettre en place les nouvelles institutions. Donc, l'ordre public est le même au sens où il s'agit d'éviter les troubles, mais les raisons et les manifestations de cet ordre public, ou plutôt de ces désordres, sont différents, évidemment. Mais je ne dirais pas qu'aujourd'hui, la société est fondamentalement plus violente, elle l'est différemment. Je crois qu'il y avait une seconde réponse qui était attendue. Oui, moi j'ai entendu surtout le début de la question en fait, sur l'ordre public. Je voulais répondre surtout sur ce point-là. Je pense qu'on ne peut pas comparer l'ordre public de 1905 et celui de 2025.
pour plein de raisons. Michel en a évoqué un certain nombre. Je pense aussi que la stratification sociale n'est pas la même. Voilà, il y a des aspects sociologiques qui font que les sociétés sont très différentes. J'avais, dans mon propos au début de cette rencontre, insisté sur un point qui me semble important, c'est les enjeux. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui fait vraiment la particularité de notre époque, c'est d'abord l'interdépendance qui existe à l'échelle internationale entre les États, qu'il n'y avait certainement pas en 1905, ou pas de la même manière en tout cas, et la circulation de l'information existait en 1905. Aujourd'hui, elle va à une vitesse qui était inimaginable pour 1905. Et ce sur quoi je voulais insister, ça rejoint un peu la première question qui a été posée. En fait, on voit que l'État, qui garantit l'ordre public, s'est transformé aussi. Si vous regardez bien, l'État légifère sur des questions comme, par exemple, les dérives sectaires dans les prisons, les dérives sectaires dans la société. Aujourd'hui, on a une mission interministérielle qui s'occupe de ce que sont les dérives sectaires, qui définit ce qu'est une dérive sectaire, voilà, qui considère justement que ça ne relève pas que des aspects religieux, mais que ça va bien au-delà des aspects religieux. J'évoquais tout à l'heure la question des radicalismes sous toutes leurs formes. Aujourd'hui, les idéologies, même si je compare la période de la guerre froide, donc beaucoup plus récente, en fait, pendant la période de la guerre froide, on avait globalement 3-4 grandes idéologies transnationales qui s'opposaient les unes avec les autres. Aujourd'hui, elles sont multiples. Et on voit bien que ce sont des radicalités au pluriel, ce qui rend particulièrement difficile la prise en charge de ces questions-là par l'État. Donc, l'État doit garantir l'ordre public, il est là pour ça, c'est son rôle, mais ce travail-là de garantir l'ordre public est de plus en plus compliqué, à mon sens, à mettre en œuvre. Et aujourd'hui, vous avez les missions interministérielles qui travaillent, qui produisent des rapports, s'interrogent sur qui, en fin de compte, va contribuer à garantir cet ordre public. Parce qu'on voit bien que là aussi, les acteurs ont changé. Il y a bien évidemment, j'allais dire, le régalien classique, mais aujourd'hui, on voit bien que même au niveau des collectivités locales, on se pose la question et on voit bien les transferts de compétences qui se font. Aujourd'hui, on parle même du citoyen. Comment le citoyen contribue lui-même à garantir l'ordre public. Inutile de vous dire que les événements par lesquels sont passés la France et d'autres pays d'Europe et d'autres pays du monde, notamment les attaques terroristes qui ont pu se produire, ont amené aussi à développer cette réflexion-là. Je crois qu'il y avait Est-ce que je peux justement... Non. Non, il faut qu'on fasse tourner la parole. Excuse-moi, Michel, on reviendra. Philippe, tu as la parole pour compléter cette réponse. Merci. Oui, moi je voulais appuyer ce qu'a dit Michel sur ce qui s'est passé après 1905. Ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Il y a eu 20 ans de conflits violents, y compris avec des morts, des conséquences comme cela, entre l'Église catholique et l'État laïque. Et l'État a tenu sur l'essentiel, pas sur tout. Il a su aussi reculer sur certains points pour tenir l'essentiel. Donc je dirais que face à d'autres conflits qui pourraient venir d'un intégrisme religieux à un autre, je crois qu'il faut avoir la même attitude, les principes posés, les principes et tout et rien que les principes. Le deuxième point que je voulais évoquer, parce que ça a été évoqué tout à l'heure rapidement par Thomas, c'est effectivement, on répète que la loi de 1905 est une loi de liberté, que la laïcité, c'est la liberté. J'ai un pin ici qui dit 120 ans de laïcité, 120 ans de liberté. Mais on sait aussi qu'une partie de la population, notamment parmi les jeunes, ils considèrent que c'est une loi liberticide, puisqu'ils entendent parler de laïcité. Au nom de la laïcité, on interdit ceci, on interdit cela en permanence. Et on a fait quelques conférences avec des jeunes ou dans des lycées, dans des collèges, dans des lycées, et on voit bien que le mot laïcité est chargé maintenant de ces connotations négatives. Et on a fait une expérience. On n'a plus fait des conférences sur la laïcité, mais on a invité à parler de la liberté de conscience. Et là, curieusement, il n'y a pas de charge négative, au contraire, c'est une charge positive. Finalement, le débat est le même, à peu près, sauf qu'on est parti là-dessus, et là, les esprits étaient ouverts. Chacun voulant sa liberté de conscience, et reconnaît finalement que pour avoir sa liberté de conscience, l'autre doit l'avoir aussi. Et petit à petit, à la fin, sans avoir prononcé de nom, on a
recréer l'idée que, ben oui, il faut qu'il y ait égalité, ben oui, il faut qu'il y ait la possibilité de s'émanciper, ben oui, il ne faut pas que les églises ou les dogmes, quels qu'ils soient d'ailleurs, s'en mêlent. Bref, on a redéfini finalement ce qu'est la laïcité et ses objectifs, sans prononcer le nom, avec les mêmes publics. Et là, adhésion. Je voulais dire ça, j'ai dit. Mais j'aimerais préciser, parce que je trouve très bien que Thomas ait soulevé la question des dérives sectaires. Je voudrais rappeler que les sectes ne sont pas interdites en France. Ce qui est interdit, c'est la dérive sectaire. Si monsieur ou madame, en sortant, met un petit chapeau vert dans le hall et dit « je crée la secte des chapeaux verts », c'est imbécile, hein, mais vous avez le droit. Et si vous avez 4 imbéciles qui se joignent à vous et qui créent la secte des chapeaux verts, vous avez tout à fait le droit, du moment que vous ne troublez pas l'ordre public. Mais si, parce que vous êtes la secte des chapeaux verts, vous piquez l'héritage des mémés, vous faites travailler les gens gratos, vous abusez des enfants que vous faites venir indûment, vous voulez cacher des gains par du travail effectué non payé, là, vous serez sanctionné. Donc c'est bien les dérives sectaires qui sont sanctionnées par la République et pas les sectes qui, comme les religions, sont tout à fait admises à permettre des regroupements, même si ça nous paraît quelquefois complètement abracadabrant. Question encore à côté de moi. Bernard, si je peux me permettre juste une petite remarque par rapport à ce qu'a dit Philippe qui me semble essentiel. En fait, je pense que Philippe là a levé un point important. C'est-à-dire qu'on est effectivement dans une société très libre et je pense que l'effet de balancier qu'on est en train de connaître, que Tocqueville avait très bien vu quand il parlait du repli individualiste. En fait, si tout le monde fait en fonction de ce qu'il veut, il n'y a plus de règles communes. Et c'est là où ça devient particulièrement délicat et je pense que c'est là où tous les discours négatifs viennent s'enchaîner les uns les autres, enfin s'enchaîner dans la manière, l'argumentation. Et c'est là où je pense qu'il y a un vrai travail à faire pour lever l'ignorance de ce qu'est, de ce que serait une liberté seule dans son coin et pas une liberté collective, ou alors en tout cas une éducation à la liberté collective. C'est à mon avis un vrai enjeu aujourd'hui. Alors encore une question, ça sera peut-être la dernière parce qu'on a presque arrivé au terme de notre heure. Oui, peut-être que les intervenants ont déjà répondu à ces questions-là, mais moi, c'est des questions autour de cas pratiques où je mettrais la limite à la liberté de conscience, puisqu'on avait dit que peut-être que absolu, ça n'existe pas. Je mettrais le mot dérive et puis je mettrais le mot ordre public à travers des cas concrets. Par exemple, une mairie qui met un arbre de Noël et qui fête Noël en le mettant dans un lieu public. Vous parliez de service public tout à l'heure. Un président de la République qui allume une bougie Hanouka à l'Élysée. Ça a fait aussi beaucoup parler, de savoir est-ce que ça trouble ou pas la laïcité, est-ce qu'il y a séparation ou pas. Ou des dérives qu'il pourrait y avoir sur quelqu'un qui demande que dans la cantine scolaire, on mange certaines choses et pas certaines choses pour correspondre à sa liberté de conscience. Donc en fait, là où je voulais poser des questions et vous faites réagir, c'est la mise en œuvre pratique de cette liberté-là par rapport à l'ordre public dans ces cas. Alors je les ai cités en vrac, mais il y en a sûrement d'autres. C'est sur ces cas concrets. Oui, pardon Michel. Je n'ai pas tout entendu, désolé. En fait, on entend très mal le son qui vient de la salle. Mais ça, vous avez parlé des mairies, vous avez parlé des arbres de Noël, vous avez parlé d'un certain nombre de choses comme ça, la bougie, etc. Alors là, je vous renvoie à un travail très intéressant de Catherine Kinsler qui, elle, distingue 3 espaces, hein, l'espace privé, l'espace public, la rue, disons, pour faire vite, et tout ce qui est de l'ordre de la sphère publique, c'est-à-dire de l'État et de ses institutions. Et là, neutralité totale, c'est le principe des agents, et même maintenant d'ailleurs avec la loi de 2021, de ceux qui font service public, même s'ils ne sont pas des fonctionnaires, hein, par exemple. Et de ce point de vue-là, il ne doit pas y avoir d'expression, d'affichage, c'est le mot qu'emploie Catherine Kinsler, d'affichage d'opinion de quelques représentants de l'État dans les lieux, bien sûr, dans sa fonction, évidemment, et dans les lieux qui sont les lieux de la sphère publique. Donc,
non à une crèche dans une mairie, mais non à je ne sais quelle autre fête religieuse d'une autre religion dans une mairie. C'est la même chose. Et donc, cette bougie, cette fameuse bougie, les obédiences maçonniques, beaucoup en tout cas, ont protesté contre ça. Et d'ailleurs, je crois que même les institutions juives elles-mêmes ont dit que c'était peut-être pas une très bonne idée d'avoir fait ça. Donc, pour nous, ce qui est clair, c'est que cette sphère publique, elle est protégée de tout affichage. L'affichage lui est interdit. En revanche, le public qui vient dans une administration, lui, il n'est pas soumis à cette interdiction puisqu'il est public. Mais les agents n'expriment rien. Et je voudrais préciser un point. Pas seulement des opinions religieuses. Toute opinion, y compris politique, philosophique, etc. L'agent doit être neutre, totalement neutre. Voilà, c'est la partie de la question que j'ai entendue. Vous avez cité 3 cas. Moi, j'ai les 3 réponses. Elles ont été données par les tribunaux de la République depuis un moment. 1, les sapins de Noël dans une mairie. Le Conseil d'État a fait un distinguo. Dans les bâtiments publics, pas de signes religieux. Donc les crèches, les anges, etc., s'excluent. Donc là, c'est une faute qui est punie par le droit. En revanche, dans l'espace public au sens large, dans les rues, sur les plages, dans la campagne, pour autant que ce soit un domaine public, il y a possibilité d'avoir une décoration qui n'est pas strictement religieuse. Moi, je pense au Père Noël, les anges avec des trompettes, il y a un peu de tout, qui n'est pas franchement lié à une religion déterminée. Bon, ça fait partie du caractère festif de la fin de l'année. Donc là, c'est toléré. Donc, les choses sont claires, elles ont été tranchées par le Conseil d'État, il n'y a pas besoin de calculer midi à 14h. Deuxième chose que vous avez donnée comme exemple, il est tout à fait différent, c'est les cantines avec le fait de prescriptions relatives au repas. Là, nous sommes liés pas simplement au droit français, mais au droit européen, et notamment à la Convention européenne des droits de l'homme, que nous sommes obligés d'appliquer. Et en cas de dysfonctionnement, c'est la Cour de Strasbourg qui tranchera et qui nous donnera tort si on ne va pas dans le sens que je vais vous dire. Sauf si il y a impossibilité, et pourquoi pas, d'organiser des menus différenciés, il faut permettre à chaque enfant ou à chaque personne, si c'est un adulte, de manger conformément à sa conscience. Les tribunaux français ont pourtant décidé que dans les prisons, ce n'est pas obligé. Après tout, le juge dit, il y a des cantines, débrouillez-vous, vous allez cantiner, mais nous n'allons pas produire des repas spécifiques. Alors je fais une parenthèse, je vais vous dire pourquoi. Il s'agissait d'un juif. Si on avait accepté la demande, il fallait réorganiser toutes les cuisines. Puisque vous savez que pour les juifs, il ne faut pas mélanger le veau avec le lait de sa mère, donc il fallait 2 batteries de cuisine. Il fallait réorganiser toutes les cuisines de toutes les prisons de France. On a calculé combien ça allait coûter, faramineux. Donc le juge a dit, écoutez, vous avez la possibilité de faire venir par ce qu'on appelle le cantiné sur vos deniers, ben vous le faites. Si vous ne voulez pas manger la purée qu'on vous donne, vous ne mangerez pas la purée. Point à la ligne. Donc, si vous voulez, les repas à la cantine, dans un certain nombre de cas, je pense à l'école, sont préférentiellement adaptés aux demandes des enfants, en réalité de leurs parents, mais ce n'est pas une obligation. L'administration peut en tenir compte, doit même en tenir compte pour éviter des troubles parmi les élèves, mais ce n'est pas une obligation. C'est appliquer quand même avec le plus d'intelligence possible les prescriptions de la Convention européenne des droits de l'homme. Et puis alors, vous avez traité d'une dernière question qui est la bougie. Alors, ça se discute, hein. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé réellement à l'Élysée, qui d'ailleurs paraissait bien embarrassé. Hein. On se demande s'il n'y a pas eu une espèce de petit coup fourré au dernier moment. On a sorti une bougie, M. Macron n'a pas su que faire. Bref, ce n'était pas forcément quelque chose d'organisé. Si ça l'était le cas, ça, ce serait répréhensible. L'Élysée est un domaine public, le président représente la République, pas de signe religieux. Ça n'empêchait pas
que du temps de De Gaulle, il avait fait construire une petite chapelle privée dans une partie de l'Élysée. Mais ni vu ni connu. Il n'y avait pas de célébration publique. Et ça faisait partie, il ne troublait pas l'ordre public, de sa propre conviction. Mais le président, pas plus qu'un maire qui va à la messe, n'a le droit d'avoir des gestes, un comportement qui laisserait penser qu'il reconnaît là une religion. Et je vous donne un seul exemple que vous avez tous vu à la télé. À l'enterrement de Johnny Hallyday. Je ne sais pas si vous vous souvenez. À la fin, tout le monde sort, le président en premier qui était là, et devant le cercueil, le président prend le goupillon pour bénir. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, il prend le goupillon et puis on sent qu'il se dit « Flûte, peut-être autre chose. Flûte, je suis en train d'accomplir quelque chose qui ne va pas. » Il repose le goupillon et il met les deux mains à plat sur le cercueil. Donc, il se reprend sur un geste qui pouvait être interprété comme une officialisation du culte catholique. Ce que n'a pas le droit de faire un président, pas plus qu'un maire, même quand il va avec son conseil municipal pour l'enterrement d'un collègue, il ne met pas l'écharpe, il ne se signe pas, il ne communie pas, il ne se met pas à genoux, il est un représentant de la République. Et donc, c'est très important de faire le distinguo. Pas de signes religieux dans les lieux publics, surtout pas avec l'argument que oh, c'est la tradition, ça se faisait comme ça, pas du tout. Et ça, je crois qu'il faut y tenir la main. Une dernière intervention sur place. Voilà, vous avez tous remarqué que nos invités, interlocuteurs, intervenants étaient passionnés par leur sujet et que je crois qu'il est heureux de mettre un terme maintenant